La République démocratique du Congo dispose de 60% des réserves mondiales de cobalt, un minerai indispensable à la fabrication des batteries électriques. Il est également stratégique pour les énergies vertes et durables. Comment se déroule son extraction? Quelles sont les retombées économiques pour les Congolais? L'exploitation du cobalt a-t-il des conséquences sur l'environnement? Un film documentaire intitulé Cobalt, l'envers du rêve électrique, nous plonge dans les coulisses de l'or bleu. Arnaud Zeitman, un des réalisateurs, est notre invité ce soir. Bonsoir et merci d'être avec nous. Avant de vous entendre, je vous propose qu'on le regarde ensemble la bande-annonce de ce documentaire. Si nous souhaitons atteindre la neutralité carbone d'ici 30 ans, il va falloir s'appuyer sur toutes les technologies disponibles. Le cobalt, c'est l'élément de sécurité. Vous en mettez un tout petit peu dans votre batterie pour vous assurer qu'elle ne va pas prendre feu, que ses cellules resteront stables, même dans des conditions extrêmes. L'essentiel du cobalt est extrait en République démocratique du Congo. C'est quasiment l'Arabie saoudite du cobalt. bandaki kobanga mposa ata nakufa bala liboso wana seki na tremble basekaki nga mabe ti nazo tremble boye me tellement souffrance nakotikaka. J'avais vraiment le sentiment très très fort que les gens qui vivent là devaient profiter de ces richesses, qui font la fortune des sociétés chinoises, européennes, américaines. Mais ils souffrent. Je crois que vous avez circulé la ville de Kolosi, vous avez vu qu'il n'y a pas de route. Et les gens n'ont pas accès à l'eau potable. C'est de l'eau où on déverse les acides. Là où il y a l'extraction des ressources minérales, il y a ce problème-là. Et donc, c'est réellement, si on ne fait pas attention, le pays risque d'être un scandale à la fois écologique et toxicologique. Cobalt, l'envers du rêve électrique, un film documentaire réalisé par Quentin Noir-Fallis et Arnaud Zeitman, notre invité ce soir. Dans quel but avez-vous enquêté sur ce minerai en RDC ? Tout le monde parle de voitures électriques, tout le monde parle du problème du réchauffement climatique et de savoir comment est-ce que le transport peut émettre moins de gaz à effet de serre. Moi, il se fait que j'étais journaliste en RDC pendant une dizaine d'années et donc j'avais connaissance du fait que le Congo était le principal pourvoyeur de cobalt du monde. Et donc la question était vraiment comment ce pays... La question de départ était comment ce pays profite-t-il du passage au tout électrique ? Et puis, en enquêtant, il y a d'autres questions qui se sont posées, qui sont... la question du travail des enfants, la question de la pollution. Est-ce qu'il est possible réellement de faire des voitures propres sur toute la chaîne d'approvisionnement? Et sinon, quels sont les endroits où il y a problème? Dans votre documentaire, la condition des Congolais et Congolaises dans cette chaîne d'extraction minière est mise en avant. Le cobalt profite-t-il réellement aux Congolais ? Bon, alors, dans un pays où les habitants vivent avec à peu près $2 par jour, il est évident que le Congo, le cobalt au Congo, dans cette région du sud du Congo, ça rapporte à peu près 3 fois plus que l'agriculture. Donc, c'est tout un peuple de creuseurs, de jeunes gens qui se lancent dans les mines artisanales du Congo et qui veulent leur part du gâteau minier. Mais la part qu'ils récupèrent, ce sont des miettes, parce que ceux qui profitent réellement du cobalt, bien sûr, ce sont les entreprises minières qui ont pris possession de concessions très importantes et qui sont chinoises principalement, mais aussi suisses, kazakhs, et qui, elles, font vraiment du bénéfice sur le cobalt. Donc, est-ce que ça profite? Non, mais c'est quand même une richesse dont les Congolais souhaitent profiter et qui, s'il y a une meilleure prise en main de la part des autorités,
pourrait leur profiter. Autre aspect de votre documentaire, le rôle de certains dirigeants congolais et des géants miniers que vous venez de citer, ont-ils une responsabilité en ce qui se déroule dans les provinces du sud congolais ? Oui, bien sûr. Bon, d'abord, si vous voulez, le secteur, il a été réorganisé. Ça, c'est ce qu'on montre dans le film. Il a été réorganisé au sortir de la guerre africaine ou panafricaine qui s'est jouée sur le sol congolais, c'est-à-dire à la suite des accords de Lusaka en 1999 ou 99. Il y a eu les conditions pour que des deals puissent être signés. On était sous le régime de Kabila père et puis Kabila fils surtout. Et donc c'est Joseph Kabila qui a réorganisé le secteur minier. Et au lieu qu'il y ait des appels d'offres qui permettent à toutes les entreprises de soumettre des propositions, il y a eu des accords bipartites qui ont été faits. Il y a eu d'une part le fameux accord sino-congolais. Donc les Chinois, il y a eu un accord, disons, secret au départ, infrastructure, une sorte de troc, infrastructure contre minerais. Donc les Chinois se sont engagés à fournir pour la quantité de minerais qu'ils allaient exporter la même valeur en infrastructure. Et cela devait être réévalué régulièrement. Récemment, il y a eu une première évaluation qui a fuité dans la presse. Il y a eu un audit qui a été commandité par les autorités congolaises. Et selon cet audit, il n'y a qu'à peu près 10% du chiffre de la valeur des minerais qui a été remboursé sous la forme d'infrastructures. Donc non, si vous voulez, les termes de l'accord ne sont pas très favorables au Congo et particulièrement au peuple congolais. Justement, dans une partie du film, on entend des Congolais se plaindre de l'action et de la façon dont ils sont traités par les Chinois après avoir travaillé et creusé dans ces mines. À quoi sont dues ces protestations ? Bon, alors il y a deux secteurs. Il y a le secteur artisanal qui est celui 20% qui est en croissance. 20% des exportations de cobalt, mais qui emploie des dizaines de milliers de personnes. Et puis il y a le secteur industriel qui génère beaucoup moins d'emplois. Alors le problème, c'est que les Chinois, ils sont ils sont des deux côtés. C'est eux qui achètent le cobalt. Quoi qu'il arrive, le cobalt est transformé en Chine et il arrive en Europe, aux États-Unis, partout les voitures sont fabriquées sous la forme de batteries. Donc, si vous voulez, la Chine est un maillon incontournable et donc les acheteurs chinois, d'une part, la Chine exploite du cobalt au Congo et d'autre part, il y a des acheteurs chinois qui achètent le cobalt artisanal et c'est très difficile pour les Congolais, pour les artisans, pour les mineurs artisanaux congolais de faire valoir leur cobalt pour leur juste valeur. Eux, ils sont branchés sur les cours internationaux. Ils suivent sur leur téléphone, ils savent combien le cobalt vaut. Mais ils n'obtiennent jamais ça de la part des acheteurs chinois. Et donc, ils sont toujours, si vous voulez, ils ont du mal à obtenir déjà. Il y a des triches sur les teneurs et aussi sur le poids. C'est les Chinois qui ont les balances. Et donc, il y a un problème de ce côté-là. Et le gouvernement congolais promet d'organiser le secteur pour qu'il y ait des balances, qu'il y ait un office, un organisme qui permette aux jeunes creuseurs, enfin aux creuseurs en général, d'obtenir les vrais teneurs et les vrais poids, mais ça se met toujours pas en place. Arnaud Zaltman, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Cobalt, l'envers du rêve électrique, votre documentaire réalisé avec Quentin Noirfalis est disponible sur le site de arte.fr. Merci à vous.